Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Channel pour cette orale thématique. Alors nous allons parler aujourd'hui tourisme, c'est un secteur qui est en pleine mutation et qui dit mutation dit évolution des compétences bien sûr. Alors pour en parler sur ce plateau, j'ai avec moi le groupe Excelia, un groupe rassemblant plusieurs écoles dont La Rochelle Tourisme et Hospitality School. Avec nous donc Pascal Capellari, directeur des écoles. Bonjour Pascal. Bonjour. Et un diplômé Nicolas Royer, promo 2014 et vous avez obtenu un MSI, donc Master of Science, dans le groupe Excelia. Bonjour à vous, merci. Alors nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet car la première partie c'est quelle formation pour quel métier dans le tourisme. Tout d'abord, vaut mieux une école généraliste ou spécialisée? Quelles sont les différences? Alors, je vais peut-être commencer, puis Nicolas complétera. Une école généraliste, c'est une école dans le tourisme, par exemple. C'est une école qui va parler de management du tourisme. Donc, c'est notre positionnement. Nous, l'école de La Rochelle Tourism and Hospitality School, c'est une école de management du tourisme qui permet d'aborder en fait toutes les compétences nécessaires pour travailler dans le tourisme. Et dans le tourisme, c'est quoi finalement? C'est un visiteur qui va plus de 24 heures hors de chez lui. Donc il a besoin de restauration, il a besoin d'un hôtel, il va avoir des événements, les Francopholies par exemple à La Rochelle, où il va dans un bar à cocktail qu'a fondé Nicolas. Voilà, il y a beaucoup de choses dans le tourisme, c'est très large et c'est vrai que quand on rentre après le bac dans une école de management du tourisme, ça permet d'avoir de multiples horizons, donc de toucher à tout. Et d'aller voir tout ce qui se fait dans l'événementiel, d'aller voir ce qui se fait dans l'hospitality management, dans l'hôtellerie, dans la restauration également, dans l'événementiel ou également dans les voyages. Voilà. Et on parlera aussi beaucoup de voyages dans le parcours de notre diplômé. Oui. Voilà, c'est l'intérêt de faire une école de management du tourisme au sein d'une école de management comme la nôtre, Excelia, parce qu'on va avoir des compétences hybrides. On va à la fois être spécialiste, expert du tourisme, mais aussi expert en management. Donc plutôt une école spécialisée du coup. Nous, on est une école spécialisée dans le management du tourisme, mais avec un attachement fort à Excelia, qui est une école de management. Donc on va former effectivement des profils à la fois managers, mais dans le tourisme, parce que dans le tourisme, on est là aussi pour développer un business. On est là pour manager des salariés, c'est ce que fait Nicolas aussi. Alors Nicolas, donc, voilà. Vous justement, vous êtes rentré dans le groupe Excelia post-bac. Tout à fait. Alors, en quelle année? En 2008. En 2008. Quel bac vous avez fait? Quel a été votre parcours avant d'intégrer Excelia? Alors j'ai commencé par un bac scientifique qui m'a amené en fait vers l'école puisqu'on était, je faisais ça à Cognac et je connaissais La Rochelle de réputation, 1988, la création de l'école, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, 30 ans. Et puis en fait mes parents ont toujours été dans ce secteur-là puisqu'ils ont eu multiples campings au cours de leur carrière professionnelle. Et en fait, c'est naturellement que je suis arrivé dans ce groupe. Et on va dire que c'était pas forcément le tourisme en particulier que je venais chercher, les compétences touristiques, mais plutôt la diversité des compétences que l'école allait nous apporter au travers des stages, au travers des sessions universitaires à l'étranger. Et c'est cette compétence qui a fait aujourd'hui que j'ai pu, ces compétences qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai pu créer plusieurs entreprises et notamment revenir sur La Rochelle avec un bar que j'ai créé dernièrement. Tout à fait. Des élèves entrepreneurs. Mais quand vous avez décidé de faire ce bac scientifique, vous saviez déjà que vous alliez faire une formation? Non, absolument pas. Je crois que ça vient au fur et à mesure. On est post-bac, on a 17, 18 ans selon les profils et on se cherche encore. En général, pour ma part, je me souviens de quelques larmes qui coulent quand le papa nous quitte et nous laisse à la porte de l'appartement. Pour pas avoir de larmes qui coulent comme a eu Nicolas, Pascal, quel bac il faut faire peut-être pour ensuite arriver dans une formation telle que la vôtre? Alors je dirais que tous les bacs justement, puisque comme le dit Nicolas, moi les fondamentaux, c'est en France, c'est la terminale. Le niveau jusqu'en terminale, le niveau bac vous donne les fondamentaux. On accueille aussi beaucoup d'étudiants internationaux, 30% d'étudiants internationaux dans notre école de tourisme, parce que le tourisme c'est international. Et donc, et en tant qu'école en France, en plus on est très attractif d'un point de vue touristique. Donc je dirais qu'on a les fondamentaux. Maintenant, l'idée, et c'est la différence entre une école spécialiste en hôtellerie et nous, par exemple, c'est le management du tourisme, c'est que l'étudiant, comme il ne sait pas, mais il se dit, tiens,
Ça me passionne de voyager, ça me passionne de voir d'autres gens, ça me passionne d'organiser des événements. L'humanitaire m'intéresse aussi, parce que chez nous, on a une mission humanitaire obligatoire, ça s'appelle Humacité. Et donc, justement, il n'y a pas de bac type, parce qu'il y a un niveau bac, par contre. Il faut le bac, parce que c'est les niveaux fondamentaux. Juste, c'est impératif d'avoir le bac, mais pas... Mais il n'y a pas de filière. D'accord. Par contre, il faut une passion, une appétence pour se dire, tiens, le tourisme, ça m'interpelle. Et en plus, je vais faire une école qui permet de donner des vrais diplômes, une école reconnue, accréditée par la conférence des grandes écoles, au sein d'Excelia Group. Donc déjà, c'est un peu rassurant. Mais dans le management du tourisme, je vais pouvoir, comme le dit Nicolas, tout faire, tout voir, avant finalement de choisir mon job. Alors, tout faire, ça veut dire quoi? Alors, on peut faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire pas mal de choses. Ça m'a permis de voyager, notamment aux États-Unis, d'avoir un VIE et de devenir ambassadeur d'une marque d'alcool, par exemple. Ça peut mener à la création d'un bar, un cocktail à La Rochelle. Ça peut mener à... Ça c'est pour mon cas, mais tous mes camarades de promo que je connais sont en poste dans différentes structures. J'ai quelqu'un qui a bossé pour le Grand Pavois à La Rochelle. J'ai des personnes qui ont monté leurs propres... je n'ai plus le nom en tête. En tout cas, beaucoup d'entrepreneurs. Absolument. Il y a les entrepreneurs, il y a aussi... Ou simplement des personnes qui salariés. souhaitent... Comme autre métier, qu'est-ce qu'il y a d'autres métiers possibles? Alors, oui, justement, pour compléter, juste avant de répondre à la question, donc on va exposer les étudiants de bac à bac plus 3 et ensuite, s'ils veulent continuer jusqu'à bac plus 5, parce qu'on est une école en 3 plus 2, bac plus 3 et bac plus 5, on va les exposer à des missions humanitaires, à des stages à l'international, à des expatriations académiques dans des universités partenaires, comme oui, tout à fait, en tu as fait. 2009, où j'ai eu un partenariat avec l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, où je suis resté 8 mois. La petite anecdote, c'est que d'ailleurs, je n'ai pas pu rentrer, j'ai failli louper mes cours, parce que c'était au moment où le volcan islandais, dont je tairai le nom, a explosé, et du coup, il y avait des problèmes de retard de vol, donc j'ai failli louper la rentrée. Donc on peut aller en expatriation académique, ensuite on peut aller dans les entreprises bien sûr, on peut faire de l'alternance maintenant évidemment, en 3e année de bachelor. C'est la formation d'apprentissage, c'est une bonne formule, c'est nécessaire pour... Alors c'est pas obligatoire, on peut faire aussi en parcours classique. C'est une bonne solution pour avoir un métier dans le tourisme. C'est pas mal, ça permet aussi de financer la 3e année de bachelor. C'est forcément en France en revanche, donc voilà, c'est un choix encore une fois. Et on peut aussi faire de l'English Track, du parcours anglophone ou du parcours francophone. Voilà, donc on est vraiment exposé à plein de choses. Et alors on va voir du coup dans les cours, c'est des cours de food and beverage, comment on restaure les gens, qu'est-ce qu'on leur donne à manger, c'est un peu important. Où est-ce qu'ils vont dormir, comment on gère un hôtel, comment on gère de l'événementiel. Ça c'est assez intéressant. Tu as fait du commercial, tu as fait de l'événementiel également. Du commercial, de l'événementiel, et j'ajoutais même du côté entreprise, ce que tu ne mentionnes pas pour le moment, c'est que ça nous intéresse aussi, puisque c'est des salariés qui ont des compétences, qui apprennent des compétences, qui vont les acquérir à l'école et qui viennent les compléter chez nous. On a des aides en tant qu'entrepreneur pour ça, de la part de l'État. J'emploie une personne en alternance qui a fait le CFA alors pas de La Rochelle, mais de Tours. Et ça nous aide beaucoup. Donc oui, l'alternance, c'est une vraie solution. Et qu'est-ce qui vous a aidé, qu'est-ce qui vous a été utile pour monter votre bar à cocktail, par exemple? Qu'est-ce qui vous a été utile dans cette formation? Qu'est-ce qu'on vous a appris pour ensuite que vous deveniez entrepreneur? La pluridisciplinarité des compétences qu'on peut avoir, et au travers de la polyvalence. Encore une fois, des voyages qui vont nous permettre, alors pour mon cas, d'aller voir ce qui se fait ailleurs en termes de bar à cocktail, d'aller voir chercher de l'inspiration, en fait, tout simplement. Et puis après, de l'autonomie. De l'adaptabilité, effectivement. Quand Nicolas me disait tout à l'heure qu'il a fait sa mission humanitaire en Roumanie, on en revient transformé. Et il développe les étudiants des capacités d'adaptabilité, forcément, d'attention envers les autres aussi, d'empathie. Enfin, j'imagine que ça a transformé un peu la vision des choses. Très bien. Par exemple, si moi je veux devenir responsable de produits voyage, quels cours je vais avoir, quels enseignements je vais avoir dans cette formation? Vous entrez dans notre programme après le bac. Vous allez faire les 2 premières années qui sont un tronc commun. D'accord. Là, vous allez commencer à faire un premier stage chez un voyagiste et vous allez vous dire tiens, ça m'intéresse, chez Promo Vacances ou d'autres, dans les entreprises du voyage, qui
qui sont en train de subir une mutation digitale, donc ils sont très intéressés par votre profil digital native. En deuxième année, vous allez approfondir les fondamentaux. Et en troisième année, vous allez choisir une spécialisation justement voyage, travel, d'ailleurs qui est en anglais. D'accord. Et c'est là que vous allez compléter et affiner votre spécialisation. Et là, vous allez en troisième année mettre toutes les briques ensemble que vous avez apprises en première et deuxième année pour faire une maison, ça sera la vôtre. Hein. Et là, vous allez, je dirais, choisir votre stage en fonction de vos appétences. Et après, soit travailler tout de suite, soit continuer en master. Il y a combien de spécialisations possibles ? Alors, il y en a une dizaine aujourd'hui en bachelor, entre le tourisme digital, entre le travel, entre spa et thalasso. Le bien-être, c'est quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui. Il y a l'hospitality management, il y a l'événementiel, il y a l'alternance, il y a le parcours international. On peut faire un parcours Disney aussi chez nous, ça existait déjà. Le parcours Disney, qu'est-ce que c'est, Nicolas ? Alors, je l'ai pas. Alors, pour le coup, je vais te laisser répondre parce que je ne l'ai pas utilisé ce parcours, mais des personnes de la direction de Disney sont venues chez nous présenter ça. Voilà, donc Disney vient chez nous régulièrement. Donc on envoie nos étudiants à Orlando, en Floride. Et donc ils travaillent comme cast member sur le parc Disney à Orlando. Et en plus, ils ont des cours dans une université. Donc c'est un parcours de 8 mois quasiment, qui est sur un CV et complètement différenciant. Très bien. Et j'ajouterais même dans tout ce qui est possible, c'est la césure. L'année césure entre la période de bachelor pour mon cas et puis le MSc. C'est ce que j'ai utilisé pour mon stage de fin d'études en troisième année. Je me plaisais dans la boîte que j'avais trouvée, une agence événementielle à La Rochelle. Et j'ai décidé de la compléter en continuant avec elle une année supplémentaire, donc 1 an et demi au total. Et c'était ma première réelle expérience professionnelle que j'avais réussi à trouver par mes propres moyens. Et l'école a été suffisamment gentille pour me réaccepter en master et m'a même donné l'opportunité pour le premier semestre d'aller en Suisse et avoir d'autres types de cours et pouvoir revenir au deuxième semestre et comparer et en fait faire un melting point de tout ça. Et je crois que c'est ce que l'école donne. C'est une exposition en fait à différents types d'expériences pour se permettre de se doter de multiples compétences pour être polyvalent. On parlait des métiers, quelles compétences, il faut être transversal. Et c'est vrai que... On va en parler dans la deuxième partie de cette orale. Juste pour terminer sur cette première partie, quels sont les métiers les plus prisés ? Alors les métiers les plus prisés aujourd'hui, on peut parler de revenue management, donc plutôt à Bac+5, de yield management, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez dans un hôtel en plein milieu du mois de novembre, vous n'allez pas payer très cher, et puis à Pâques, vous allez payer très cher. C'est ce qu'on appelle le yield management, donc ça, ou le revenu management, le management de revenus, du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est très demandé aujourd'hui. Le digital management aussi, le community management en tourisme, alors c'est spécifique aussi, parce qu'on s'adresse d'une certaine manière, il y a du contenu spécifique en tourisme. Effectivement, on demande aussi, les métiers qui recrutent également, c'est dans les hôtels, pour gérer le staff d'accueil par exemple. Donc ça, vous savez, dans le tourisme, on commence effectivement en réception, et puis 2-3 semaines après, tac, on voit que vous êtes habile, hop, vous passez chef de plusieurs personnels d'accueil. Donc ça, l'hôtellerie aujourd'hui recrute beaucoup. Il y a 100 000 emplois non pourvus aujourd'hui dans le tourisme en France. Très bien. Donc, et ça, on va en parler dans la voilà. troisième partie, oui, la troisième et dernière partie. Merci pour ces teasings. Nous allons tout de suite voir justement ce qui est nécessaire et indispensable d'avoir pour réussir dans ce métier et dans le secteur du tourisme. C'est la deuxième partie de cette orale thématique. Alors, quelles compétences seront nécessaires ? En gros, à la fin d'une formation en tourisme, qu'est-ce qu'on est censé savoir ? En quoi doit-on être expert ? Nicolas, peut-être ? C'est une question vague. Je ne crois pas que j'étais l'un des meilleurs élèves de ma promotion. En tout cas, encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça m'a donné, ou en tout cas ça a accentué le côté curiosité et multi-compétences que je pouvais avoir. Alors, encore une fois, je parle comme compétences dans ces multi-compétences, justement ? Le management. Les soft skills, donc ? Les soft skills, alors, je suis désolé, j'ai pas ces termes-là, mais en tout cas, les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui ultra importants. Oui. Pour le bar, j'ai
quand je fais un petit questionnaire très rapide, quand j'ai des clients qui arrivent et je leur demande comment ils nous ont connus, puisque nous sommes un jeune bar, il arrive très fréquemment qu'ils nous disent j'ai vu une pub sur Instagram ou sur Facebook, puisque je monétise mes posts. C'est ce qu'on appelle le tourisme social. Tout à fait, oui. Et puis des compétences de management et puis de comptabilité fiscale. Des compétences financières aussi, comment réaliser un business plan, comment aller négocier avec une banque et le comportement à avoir en face de son interlocuteur. C'est le côté effectivement hybride, management du tourisme. Transversal. On est dans une école de management à la base, avec Excelia Group, et une école spécialisée dans ce groupe. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir ce que dit Nicolas, on forme des hybrides, effectivement. Des gens qui vont être des gestionnaires aussi d'hôtels. Par exemple, on a besoin de gestionnaires, on n'a pas besoin de gens qui sont passionnés par le voyage. Si vous voulez voyager, ne faites pas du tourisme, soyez touriste, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voulez travailler dans l'industrie du tourisme, nous on va vous exposer à diverses expériences qui feront que vous aurez ces compétences. Donc à la sortie de l'école, voilà les compétences auxquelles on donne. Il y a 3 types de compétences. Il y a les compétences soft skills, ce que j'appelle aujourd'hui les power skills, qui sont en fait des compétences d'empathie, de communication, qui nous permettent de parler comme on parle là. Les compétences humaines à avoir en entreprise. Les compétences de savoir-être qui sont indispensables. Alors dans le tourisme encore plus, puisque nous on a des cours de théâtre également à l'école. Ah, voilà. Très bonne idée. Voilà. Ça c'est important. On a des cours de tourisme accessibles pour le handicap. Aujourd'hui, la diversité, c'est extrêmement important dans les hôtels. Bien sûr, on a les cours sur l'environnement, puisque l'ADN aussi de La Rochelle, d'Excelia Group, c'est la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, mais l'environnement est très important, surtout quand on parle de tourisme aujourd'hui. Donc c'est à ça qu'on expose aussi nos étudiants, au-delà des compétences stratégiques nécessaires pour travailler dans l'hospitality, l'événementiel ou le voyage. Pas qu'à l'école d'ailleurs, parce que La Rochelle est une ville pionnière dans ce domaine, avec notre ancien maire Michel Crépeau, qui était l'un des fondateurs des vélos en libre-service qui ne viennent pas de Paris mais de La Rochelle en priorité. Voilà. Donc vous les sensibilisez sur l'environnement, sur les qualités humaines requises en entreprise, et aussi sur les réseaux sociaux. On en a parlé, sur le digital, du coup, le numérique. Et là, vous avez cité les 3D. Oui. Et il en manque un. Les 2D, il en manque un. On va former des diplômés en 3D. C'est le digital, évidemment, puisqu'aujourd'hui, le tourisme sans digital, on le sait bien, que ce soit dans l'hôtellerie de plein air ou l'hôtellerie ou les événements, on ne peut plus faire sans community management, donc c'est ultra important et c'est très compétitif. Digital, le développement durable. Aujourd'hui, on parle justement de plane bashing, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de plane shaming ou de shame. On a la honte à prendre l'avion aujourd'hui, donc c'est un vrai problème. Comment être touriste et ne pas prendre l'avion, ça devient compliqué. Donc le tourisme doit être durable. Le tourisme de demain sera durable. Donc il sera plus lent peut-être. On passera plus de temps dans une destination, on fera moins de choses peut-être, mais on prendra plus notre temps. Et donc ça c'est le 2e D, développement durable. Donc nos diplômés sauront être sensibles à ça. Et le 3e, c'est le design d'expérience. Quand je crée mon entreprise pour qu'elle soit unique, ça je pense que tu l'appliques dans ton entreprise, il faut qu'il y ait une expérience unique. D'accord. Si on a une expérience personnalisée. Donc La Rochelle, on a ce que tu disais, un territoire à ciel ouvert. Donc tu as fait ton stage à La Rochelle dans l'événementiel. La Rochelle, fait partie du 3e département le plus visité de France. Donc au niveau tourisme, on a ce qu'il faut. Et on est là pour designer l'expérience. Voilà. Et pour amener nos étudiants à designer une expérience. Donc on a des cours de design thinking, par exemple. Donc si vous mettez les 3 ensemble, voilà, ce sont les 3D auxquels on veut former nos étudiants. Est-ce qu'on peut rajouter un 4e D, le data? La data. Alors, la digital. Data, voilà. Alors j'ai oublié, 3D, design d'expérience, développement durable. C'est le nerf de la guerre du tourisme. Oui, le digital. Vraiment, collecter toujours plus d'infos. Alors oui, collecter des infos. C'est important de... Alors la data, effectivement, on sensibilise aujourd'hui nos étudiants notamment à l'éthique de la data. Puisque une fois qu'on a des données, charge à nous de les exploiter de manière éthique. Donc on sensibilise à la fois sur la partie éthique, mais aussi à la fois sur le marketing. Je pense que tu utilises les techniques de marketing et tu utilises les data. Je vous invite à aller voir mes pages Instagram et Donc en gros, Facebook. Il faut être influenceur et geek aussi aujourd'hui dans le tourisme. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
d'être qualitatif. Je veux dire, si TripAdvisor, les Google Avis, tout ça ont des raisons d'exister, et je suis sensible à ce que je peux lire sur mon bar. Et comment je peux m'améliorer. Et je suis en recherche de ça, justement, de critiques, qu'elles soient constructives. La critique est toujours constructive, de toute façon. Ce qu'on enseigne, nous, dans nos cours, c'est qu'il faut répondre à chaque avis, aujourd'hui. Les étudiants sont sensibilisés à ça. C'est le cas. Donc, dans les 3D, effectivement, un développement durable, design d'expérience et digital. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'aujourd'hui, les hôtels n'ont plus le choix. Je discutais l'autre jour avec une propriétaire d'une hôtellerie de plein air qui appartient à la chaîne Utopia, que tu connais peut-être. Utopia, donc c'est les nouvelles hôtelleries de plein air, c'est les nouveaux campings en fait qui attirent, qui sont très haut de gamme. Et elle me dit, je réponds à chaque avis. L'entreprise me demande de répondre à chaque avis sur TripAdvisor, sur Google Avis. Aujourd'hui, on fait son voyage, vous, j'imagine, moi, toi, on prépare notre voyage nous-mêmes. Les agences de voyage sont là finalement, in fine, pour tout packager sur Internet. Et les attentes des clients ont peut-être changé aussi, évolué. Et les attentes des clients évoluent, ils veulent des expériences encore plus personnalisées. Donc design d'expérience, donc on est vraiment là sur nos 3D. Ça, c'est l'originalité de La Rochelle Tourism and Hospitality School, le management du tourisme en 3D, on va dire, avec ces 3D. Et est-ce que les compétences sont différentes selon les régions ou les destinations? Régions du monde. Les régions du monde, oui, Alors, exactement. Dis-nous, parce que ça, tu connais. Alors, j'ai pas mal de pays. Oui, j'ai pas eu la chance pour le moment d'aller plus à l'est, en Asie, mais ça ne saurait tarder. Les compétences bien sûr, à avoir, elles sont différentes dans chaque région. les compétences, je ne parlerai pas de compétences, je parlerai d'intelligence sociale, en fait. Plutôt, c'est-à-dire la capacité à pouvoir s'adapter à la personne qu'on a en face de nous. Oui, à la culture de l'autre. À la culture de l'autre et aux pratiques et aux coutumes. Si je prends une chaîne de burgers avec un petit M, les produits qui vont être proposés vont pas être les mêmes en France qu'en Suisse. Il va y avoir un peu plus de fromage en Suisse que ici, par exemple. Donc oui, bien sûr. Ça, c'est extrêmement... mais je parlerai d'intelligence sociale plutôt. Oui, c'est ça, mais on les forme aussi au management interculturel. Et dans l'école, on a 30% d'internationaux, notamment dans l'école de tourisme, qui est très internationale pour le coup. Et ils sont déjà habitués à La Rochelle à vivre l'international at home. Bien sûr. Et après, on les envoie un peu partout, justement, en Asie, en Amérique, sur tous les continents, pour qu'ils se disent, bah oui, c'est pas la même chose, effectivement. Donc, déjà, l'expérience humanitaire, ça apporte beaucoup de choses sur soi, déjà, sur notre vision, nous, franco-française. Donc on essaye de les exposer, nos petits Français. Et puis les internationaux, quand ils viennent en France, ils vivent une expérience interculturelle aussi, dans notre école à La Rochelle. On a pas mal d'internationaux à La Rochelle. Mais effectivement, on les forme à l'interculturel, c'est à manager l'interculturel. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas aller dans les pays du Nord faire la queue au bus comme on fait chez nous. Ou en Angleterre. Ils font la queue vraiment, chez nous, non. Donc le touriste est complètement différent. Quand il y a effectivement un bus d'Américains qui arrive dans votre hôtel, vous devez être capable de comprendre ça. Et ça fait partie de nos cours, justement. En parlant de compréhension et de langage, à part l'anglais, à côté de quelle langue on ne peut pas passer à côté dans le tourisme aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu dirais, toi, Nicolas? Moi, bien sûr, j'étais un mauvais élève sur ça, puisque je me suis uniquement concentré sur l'anglais, que j'ai d'ailleurs fini d'acquis quand je suis parti en VIE aux États-Unis pendant 3 ans. D'acquérir, pardon. Mais je dirais le mandarin, peut-être. Le mandarin, oui, c'est une langue, c'est clair. Il y a aussi, évidemment, alors l'anglais, n'en parlons même pas, c'est une langue d'enseignement. Oui. Donc nous, dans l'école, on demande 3 langues. On offre la possibilité de faire 3 langues. Donc, effectivement, l'anglais, ensuite allemand ou espagnol selon votre cursus. Et puis une 3e langue rare. Voilà, l'italien, japonais, mandarin. Alors attention, on ne va pas apprendre le mandarin en 3 ans, mais on va avoir des notions aussi culturelles, en plus d'un peu de vocabulaire. Mais c'est vraiment différenciant dans le recrutement, ça, de nos étudiants et des diplômés. Mais qui se rapproche le plus au niveau de la langue de l'anglais? Et en anglais, on sait que c'est indispensable. S'il y a une 2e langue, vraiment, l'espagnol, vraiment, aujourd'hui, dans le tourisme, c'est indispensable. L'espagnol, effectivement, il fait très parler aujourd'hui. Même si, effectivement, le mandarin commence à être indispensable.
Aujourd'hui, alors la France a un cas particulier parce qu'on accueille des touristes de tous les pays, donc l'anglais, etc. Donc oui, l'anglais, espagnol, mandarin sont les langues aujourd'hui qui montent. Très bien. C'est clair. Par rapport à il y a 10 ans, Mhm. voire 20 ans, je ne vais pas remonter trop loin non plus, quelles compétences il n'y avait pas avant et qui est indispensable vraiment de nos jours par rapport à avant? Alors, on a parlé du digital. Donc, digital, on n'était pas vraiment dessus il y a 20 ans dans le tourisme. Non, même Aujourd'hui, même il n'y a pas, même pas il y a du tout. 5 ans. Donc. Même pas il y a 5 ans. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont transformés vraiment en agence de voyage. Exactement. Et aujourd'hui, à part les 3D, Qu'est-ce qui évolue aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est surtout finalement les attentes des professionnels qui changent. C'est-à-dire qu'on attend de nos étudiants qu'ils soient polyvalents. Voilà. Je pense que c'est ça qui a changé aussi. Voilà. Et puis, nos métiers, enfin les métiers... C'est une question très compliquée puisque le tourisme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et celui d'aujourd'hui ne sera absolument pas celui de demain. Ça change tout le temps à une vitesse folle. Les pratiques, les lieux touristiques évoluent et tant mieux. ce que vous voyez là, vous êtes gérant, vous êtes entrepreneur d'un bar à cocktail, je le rappelle. Aujourd'hui, le tourisme, de ce que vous voyez, comment vous vous projetez? Quel sera le tourisme de demain? Puisqu'on est en train de parler des compétences à avoir absolument pour le tourisme de demain. Quelle vision vous en avez? Il attendra qu'on s'occupe plus de lui, qu'on le reconnaisse, qu'on le fidélise de la bonne manière, pas avec des simples cartes de fidélité avec des points que vous récupérez, mais avec encore une fois avec une intelligence sociale, c'est-à-dire qu'on personnalise jusqu'à son prénom sa venue. Ce sera Pour lui donner social. une expérience unique. Pascal? Oui, complètement d'accord. Ce qui va changer, c'est le design d'expérience, la personnalisation extrême. On est passé, alors vous me demandiez qu'est-ce qui a changé en 20 ans. On est passé du voyage de masse, rappelez-vous, les Canaries, les grands hôtels. On m'a dit Bora Bora dans l'oreillette. Voilà. Oui, voyage de masse pas trop, mais voilà, enfin toutes les destinations voyage de masse, la Tunisie, etc. Bon, voyage de masse il y a 20 ans, très bien. Maintenant, on est dans la masse de voyageurs. C'est-à-dire que il y a une masse de X voyageurs. Moi, je suis un voyageur qui ne sera pas comme Nicolas. Voilà. Donc, ça veut dire que je serai très attentif à la personnalisation. On est complètement dans le design d'expérience. Et l'intelligence artificielle, voilà, les compétences de demain. Nos étudiants, on est en train de faire des cours. On fait des cours de design thinking, on fait des cours de data, de big data, pour comprendre, non pas du côté technique, mais pour comprendre à quoi ça sert et comment s'adresser à des techniciens et en quoi l'intelligence artificielle va révolutionner, au moins en tout cas la réservation, première étape. Ensuite, le choix d'hôtel. Par contre, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le robot qui va nous accueillir dans l'hôtel. Non, ça sera la personne qui connaîtra à l'avance, grâce aux data, que Eve vient manger ce soir, parce que vous l'aurez renseigné déjà, et parce qu'on aura tracé vos habitudes. Et donc, on dira bonjour Eve, bienvenue chez nous. Mais on n'attend surtout pas d'un robot. D'ailleurs, il y a eu des échecs au Japon, avec un hôtel où il n'y avait que des robots à l'accueil. Tout l'importance des qualités humaines et sociales. Voilà. Donc, à l'heure du data et l'IA, ça va être l'humain qui va être renforcé. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Par contre, l'humain personnalisé. Donc effectivement, il y a 20 ans, c'était voyage de masse. Maintenant, c'est une masse de voyageurs différents. Donc, il va falloir s'adapter. Avec un côté effectivement éthique et durable. On vous a dit Bora Bora dans l'oreillette. Je suis né à Tahiti, en Polynésie française. Mes parents ont travaillé là-bas pendant plusieurs années et ils ont été... J'ai pas eu la chance d'y revenir depuis quelques années puisque je travaillais, j'étais en stage. Mais ils ont été déçus parce que la mondialisation, parce que trop de monde, parce que trop de gratte-ciel, parce que trop en fait. Et des exemples de destinations, je pense à certaines plages d'Indonésie qui ont été ravagées par le tourisme et des incivilités de certaines personnes. On ne veut pas avoir ça. Donc il y a aussi une part d'éducation en fait. Alors voilà, et je rebondis là-dessus, pour finir sur les métiers, c'est le tourisme durable. Donc effectivement, le tourisme durable répond au paradoxe, on veut pouvoir voyager facilement, personnaliser, sans détruire l'environnement.
Donc ça veut dire que les voyagistes, ça veut dire que nous, écoles, on va devoir former, nous, les hôtels aussi, on va devoir former des étudiants qui vont devoir travailler dans le paradoxe, c'est-à-dire je veux partir loin, mais vert, de manière sans impact sur l'environnement. Donc ça veut dire que les organismes, les hôtels, les acteurs du tourisme vont devoir faire des compensations carbone ou changer radicalement. Je ne crois pas qu'on trouvera un avion vert qui vole électrique dans les 30 prochaines années. Par contre, il y a peut-être d'autres évolutions du tourisme. Et d'autres métiers, vous pensez que d'autres métiers vont apparaître justement ? Oui, je pense que d'autres métiers, beaucoup de territoires sont en train de marketer leur destination. Par exemple, La Rochelle, on a une marque maintenant, La Rochelle Tourisme ou Charente Tourisme. Voilà, et je pense qu'on va faire beaucoup plus de tourisme local aussi. Et je pense que ça va être des grosses révolutions qui vont à venir. Il y a aussi le voyage lent. Donc on va peut-être prendre des bateaux à voile un peu plus. Il y aura peut-être plus de croisières à voile. Ajouter une forme de méditation et de retour sur soi dans le voyage. C'est un peu ce que prédisent ceux qui font de la prospective. On fait de la recherche, nous, en tourisme, sur les pratiques aujourd'hui. Voilà, quelles sont les pratiques du tourisme d'aujourd'hui pour imaginer le demain. Donc on a un institut chez nous d'ailleurs, le Tourism Management Institute, qui travaille avec les acteurs pour imaginer les métiers de demain. Donc on ne connaît pas la moitié des métiers de dans 10 ans. Par contre, on sait que c'est design expérience, digital, oui, forcément, et puis développement durable. Voilà, ça c'est une certitude. Alors on ne connaît pas encore les métiers de demain, mais est-ce qu'on peut... Les compétences, on les a. Voilà. Est-ce qu'on peut citer quelques nouveaux métiers d'aujourd'hui ? Alors, les nouveaux métiers maintenant, là, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, comment optimiser votre expérience et votre tarif. Donc ça, c'est le revenu management, on en a besoin. Community manager, ce que tu fais dans ton activité tous les jours, je pense, en regardant les avis Google, en adaptant. Donc je parlais de 100 000 emplois non pourvus en France dans le tourisme aujourd'hui. Ça veut dire justement, c'est la troisième partie, Pascal. Donc, et j'enchaîne. Oui, merci pour cette transition. Toutes ces compétences, c'est dans un but, c'est de trouver un emploi et un poste. C'est la troisième partie de cette orale. Alors Pascal, le tourisme, un secteur qui recrute ? Alors oui, je le disais, 100 000 emplois non pourvus. Donc on a à la fois deux problématiques. Problématique de nos étudiants d'aujourd'hui. Alors, nos étudiants d'aujourd'hui, tu en fais partie, je te rassure, mais tu es plutôt la génération Z maintenant, et la génération Y, ou voire Alpha. Et alors, eux, ils veulent vivre leur vie. Le travail, c'est important, mais pas que. Ouais. Voilà, donc ils vont venir travailler dans ton entreprise, nos étudiants d'aujourd'hui, et ils vont se dire, mais moi, attention, je veux protéger mes week-ends, je ne veux pas travailler la nuit, etc. Donc, il y a effectivement une adaptation à faire par les acteurs du tourisme pour faire correspondre des emplois aux jeunes qui cherchent. Et voilà, donc première problématique, c'est le comportement des diplômés qui va changer. Puis la deuxième problématique, c'est effectivement l'intégration de toutes ces données-là qui va créer des nouveaux jobs, des jobs d'aujourd'hui, tout ce qui est en lien avec le digital, le développement durable. Encore une fois, je discutais encore récemment avec le directeur de l'association, le président de l'association Agir, Association pour un tourisme durable, qui me disait que les voyagistes, leur métier va se transformer dans les 5 prochaines années, là. Parce que les pratiques vont plus du tout être les mêmes, les packages vont plus être les mêmes, par exemple. Alors Nicolas, vous nous aviez dit en première partie que vous aviez obtenu un bac scientifique, mais sans savoir que vous alliez atterrir forcément dans le tourisme. Une fois votre décision prise, est-ce que l'employabilité dans ce secteur, ça a fait mouche dans votre décision ? Je dirais que je savais déjà que le tourisme, de par ce que je connaissais, de par mon environnement, allait forcément amener à un moment donné à un emploi, quel qu'il soit. À l'époque, je le rappelle, on a 18 ans, on a 19 ans, on se cherche encore et donner, sauf si dans une vocation depuis tout petit, on est, je pense, absolument pas à même déterminer dans quelle voie je vais avoir. Et c'est pour ça que on peut dire que les conseillers d'orientation, quand on est en lycée, c'est une aberration, parce que demander à un enfant de 14 ans ce qu'il veut faire plus tard, ça me paraît fou.
En tout cas, je savais que c'était le bon choix et que justement, je n'allais pas trop me spécialiser, puisque c'est ça qui peut être à un moment donné handicapant si jamais pour X ou Y raison, vous devez changer de compétence, je vais changer de secteur. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, sauf si on considère que le bar est un élément d'un environnement touristique et qui a trait à l'attractivité de la ville. Je ne suis plus dans le milieu du tourisme. Je navigue à la surface. Au niveau de vos camarades de promo, ils ont tous trouvé rapidement. Oui. Soit ils sont partis, comme moi, dans d'autres secteurs, ou ils sont revenus. Sinon, je n'ai pas connaissance de personnes qui ne soient pas employées aujourd'hui dans des grands hôtels. Oui, c'est ça. En fait, pour les 100 000 emplois non pourvus, à la fois, il faut que les employeurs s'adaptent à la nouvelle génération, mais aussi, il faut que les nouvelles générations soient polyvalentes. Donc nous, notre école, notre parti pris, c'est pas d'être une école d'hôtellerie uniquement, ce n'est pas d'être une école d'événementiel uniquement, c'est une école de management du tourisme. Là, par contre, à l'intérieur de notre école, l'étudiant fera son choix, mais en 3e année. Et encore, en bachelor. Après, il pourra aller en master, choisir encore à plus affiner, mais il aura toujours cette polyvalence. Il aura été exposé à ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes les missions, tous les stages. Et puis, il faut essayer plein de choses. Toi, tu as essayé plein de choses. Il faut essayer l'événementiel. Si ça ne plaît pas l'événementiel, je fais autre chose. Ça sert à ça aussi, les 5 années d'études ou les 3 années d'études. Ça sert à se tromper. Donc oui, il y a du travail dans le tourisme. Je vous disais, 100 000 emplois non pourvus. Le tout, c'est que l'employeur s'adapte et puis aussi que l'étudiant soit polyvalent. Puisque on parlait de la transversalité. Il faut savoir à la fois accueillir une Ève qui vient à 23h, qui n'avait pas prévu d'aller à l'hôtel et qui a prévu de venir et puis qui a faim, etc. C'est ça le tourisme de demain. Et ça, nos diplômés doivent être habitués à ça. Donc nous, on les forme à cette polyvalence, au sens du service, à parler plusieurs langues, parce qu'on peut aujourd'hui avoir des profils à Paris, au niveau, par exemple, mais on a toutes les nationalités, donc il faut s'habituer. Il ne faut pas être surpris de quelqu'un qui parle une autre langue, vous voyez ce que je veux dire. Et on peut aussi, et maintenant aussi, nos étudiants sont formés à la langue des signes, par exemple. Très bien, on parlait de langue tout à l'heure. Ils sont polyvalents. Très bien. Voilà. Alors, on l'a bien compris, il y a plus d'offres que de demandes. Oui. Dans quel secteur recrute-t-on quand même le plus ? Aujourd'hui, on est sur l'hôtellerie. Très clairement, l'hôtellerie, l'hospitality management, les grandes chaînes recrutent et transversalement sur des compétences digitales notamment. Voilà, on peut le dire, là c'est vraiment assez fort. Là j'ai encore eu une étudiante, une future diplômée, une étudiante qui est en Master 2 et qui est en stage. Elle est en revenu management chez Hyatt. Voilà, c'est ce qu'ils recherchent aujourd'hui. J'en ai une autre qui s'occupe du front desk de Hyatt dans un Hyatt à Paris. Voilà, il y a donc à la fois les compétences digitales en hôtellerie, en hospitality management, mais aussi l'accueil, la personnalisation de l'expérience client, le design d'expérience client. Donc là, c'est là où ça recrute aujourd'hui. Et puis l'événementiel, toi tu en as fait, c'est un métier de passion. Donc ça recrute des passionnés. Là, j'ai un étudiant que j'ai appelé hier, qui est en alternance chez Amaury Sport Organisation. Et lui, il va travailler sur tous les événements Amaury Sport Organisation. Il avait le choix entre deux offres, en tout cas, il avait sélectionné 2 pour lui, soit les JO de 2024, donc ça, pourvoyeur d'emploi. On vient déjà nous voir, nous, École de Management du Tourisme, pour des postes. Je rappelle qu'on va accueillir les Jeux Olympiques en 2024, c'est dans 4 ans. Et là, il y a des postes extraordinaires en ticketing management, c'est une nouvelle spécialisation qu'on va lancer, c'est-à-dire le management de la billetterie. C'est beaucoup plus vaste qu'on ne croit. Et puis là, en gestion d'événementiel, évidemment. Et puis en 2024, les Jeux Olympiques, c'est accueillir des gens en nombre, des journalistes, des VIP, faire des événements, faire des cocktails, voilà. Très bien, donc c'est vraiment... c'est très attractif là aujourd'hui, 2024, il faut le savoir. Donc il avait le choix, mon diplômé. C'est intéressant. Et finalement, tous ces secteurs se regroupent parce que dans tout secteur, on a besoin des mêmes compétences. C'est juste que la finalité est appliquée à un autre métier, mais finalement, l'hôtellerie, c'est aussi de l'événementiel. Et dans l'événementiel, on a aussi besoin de places d'hébergement. Donc, alors, juste avant de conclure cette orale thématique, dernière question, quels sont les postes les mieux payés ? Alors, les postes les mieux payés ? Non, je dirais les gens les mieux payés.
Les profils est mieux payé, Oui. parce que les postes, non, on négocie son salaire. Alors, voilà, la génération de diplômés qui va sortir, là, c'est eux qui négocient leur salaire. Et s'ils veulent, et attention, ils veulent pas trop de CDI. Non, moi je veux un CDD pour pouvoir après partir à l'international. Il y a beaucoup de CDI? Il y en a, Des bien CDI, sûr. des CDD? Mais aujourd'hui, oui, il y a les deux. Il y a les deux, bien sûr, comme partout. Sachant que c'est très français, CDI, CDD. En Angleterre ou en Amérique, il n'y a pas de CDI, CDD. C'est un contrat. Et l'étudiant d'aujourd'hui, notre vision française, enfin ce qu'on voit aujourd'hui, là, parce que nous faisons partie de la conférence des formations d'excellence en tourisme, qui a été créée à l'initiative du secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. On y était encore la semaine dernière, avec les entreprises, pour réfléchir à l'employabilité. Et effectivement, il nous disait que voilà, il faut l'étudiant, il veut le poste, mais il ne veut pas en CDI. Alors qu'on propose des CDI. Et pourquoi? Non, il veut se laisser le temps de prendre 3 mois, puis si ça me plaît, je reste chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut développer la marque employeur. Ça, c'est hyper intéressant. Donc oui, il y a de tout et on est bien payé. On est bien payé selon ses compétences. D'où, si on est polyvalent, si on est prêt à s'engager dans une entreprise, je pense que quand tu recrutes quelqu'un... Je te laisse terminer. Puis il faut s'engager. Si on s'est engagé, on a la récompense. Donc bien payé selon les compétences. Et si on a les compétences de demain dans le tourisme, on est forcément récompensé et bien payé. Exactement. On va terminer là-dessus. C'est la fin de cette orale thématique. Merci à tous les deux pour cette orale. Je vous rappelle que le sujet était quelles sont les compétences à avoir pour travailler dans l'industrie du tourisme de demain. Pascal Capellari, directeur des écoles du groupe Excelia, était avec nous et un alumni, Nicolas Royer. On vous souhaite un bon retour. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très vite pour un autre oral thématique sur Campus Chanel.